Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation aujourd'hui. J'ai eu la chance de commettre il y a maintenant 2 ans, en janvier 2022, un petit ouvrage qui s'appelait « Le logement bombe sociale à venir ». Et j'en tirais plusieurs diagnostics sur la situation actuelle, dont 3 que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Le premier d'entre eux, c'est de dire que la France est encore un pays de propriétaires. Aujourd'hui, le taux de propriétaires occupants de sa résidence principale en France est au même niveau qu'il était en 2006. Dans l'intervalle, nous avons connu les taux d'emprunt et des taux bancaires et commerciaux qui ont été les plus bas de l'histoire économique moderne, puisqu'ils ont touché les 1% en moyenne, et ça n'a pas permis de faire bouger d'un iota le taux de propriétaires occupants de sa résidence principale. Je vous rassure, le taux de propriétaire, non pas de sa résidence principale, mais d'un bien secondaire, n'a pas bougé non plus. Qui ne serait pas propriétaire de résidence principale, mais qui serait uniquement propriétaire d'un bien ailleurs, n'a pas bougé non plus. Le deuxième point, qui est assez crucial, c'est que pendant ce temps-là, la multipropriété a explosé. C'est un phénomène sur lequel on n'arrivait pas trop à poser des choses. Et puis l'INSEE a produit une étude en décembre 2021, une étude extrêmement précieuse qui a permis de poser, de mesurer le début de ce phénomène de multipropriété, à la fois de la multipropriété à titre locatif, avec des gens qui acquéraient des patrimoines assez importants, essentiellement dû à la structure du marché bancaire en France, un marché bancaire qui fait qu'on prête sur très longue durée, à taux fixe, avec quasiment on peut emprunter jusqu'à 100, alors plus maintenant, mais on pouvait emprunter jusqu'à 100, 110%, et avec un mécanisme extrêmement puissant, qui était un mécanisme qui faisait que les banques déduisaient les revenus locatifs des intérêts de l'emprunt, et donc qui permettait de constituer des patrimoines immobiliers très très importants. Le troisième élément, c'est la question des prix. On est un des pays où les prix, par rapport ramenés à la production de richesse par habitant, à la croissance de la production de richesse par habitant, ont le plus augmenté. Juste pour l'Île-de-France, pour le documenter, on est sur une augmentation des prix sur 20 ans qui est de 4,4% par an, là où le PIB par habitant de ce même territoire a augmenté de 2,6%. Cet écart entre 2,6 et 4,4, si on le compare par exemple à une autre zone qui est considérée comme une zone, sans doute une des zones où on a le moins construit et qui souffre d'un problème énorme d'offre de logement, qui est la Californie, cet écart est inférieur en Californie à ce qu'il est aujourd'hui en Île-de-France. Donc ces 3 phénomènes, c'est des phénomènes qui évidemment doivent nous interroger sur la façon dont ce secteur a été, encore une fois, piloté, c'est un bien grand mot, c'est un secteur tellement important qui comprend tellement de décisions individuelles derrière qu'il est impossible à piloter. On peut l'orienter évidemment, mais des politiques publiques qui prétendraient le piloter, c'est absolument impossible. Mais ces 3 éléments doivent nous interroger, et j'ai envie de dire que tout ça a été relativement masqué ou amorti grâce à une chose, c'est que des années, on va dire, post-grande crise financière, donc après 2010 jusqu'à 2017-2018, la France a produit beaucoup de logements. Beaucoup de logements, si on le rapporte dans l'Union européenne, on est un des pays qui a le plus produit. J'enlève des tout petits pays confettis, type Luxembourg, Malte ou autres. On est un des pays qui a le plus produit ramené au nombre d'habitants. Pour illustrer juste un chiffre, là aussi, mais pour l'illustrer, c'est sans doute un de mes chiffres fétiches. Depuis l'an 2000, la France a ajouté 7 millions d'habitants. Le Royaume-Uni a ajouté 8 millions d'habitants. Ils ont construit 2,5 fois moins de mètres carrés résidentiels. On ne parle pas d'un écart de 10, 15, 20%. Ils ont construit 2,5 fois moins de mètres carrés résidentiels que nous. Donc la France est un pays qui a plutôt bâti ces 10 dernières années. On l'a vu avec les chiffres de production neuve. Et ça a amorti beaucoup des phénomènes que j'ai décrits préalablement. C'est-à-dire que les conditions de logement, elles se sont pour certaines personnes dégradées, mais au global, dans la société, on a des conditions de logement. C'est difficile de donner un indice synthétique de la condition de logement d'un pays par rapport à un autre, mais on a des conditions de logement qui ont été plutôt maintenues, voire améliorées en moyenne. Ce qui va se passer aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on va rentrer dans le dur. On va rentrer dans le dur pour plusieurs raisons, mais la principale raison, c'est que la production est en train de flancher, et je reprends le mot production que j'aime bien plutôt que la construction, mais la production est en train de flancher énormément, et ce phénomène n'est pas qu'un phénomène conjoncturel qui serait lié à la remontée des taux d'intérêt la plus brutale de l'histoire économique moderne, qui évidemment allait avoir un effet absolument dévastateur sur le secteur immobilier, mais ça à la rigueur, mettons-le de côté. Aujourd'hui, la production va flancher pour de multiples raisons, de manière structurelle et durable. La première chose, et on en a parlé, c'est
pourquoi les pouvoirs publics arrivent à tenir des discours tels que celui qui nous a été tenu par l'économiste en chef du Trésor et qui reflète en cela la position de l'administration. Pourquoi on arrive à se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de produire de nouveaux logements en France? L'idée qu'il y a derrière ça, c'est encore une fois, on repart du principe du problème des prix. Et depuis le début, la volonté de l'administration, on va dire économique ou budgétaire dans ce pays, est de se dire qu'on a un problème de prix, ce à quoi je partage, et que ce problème de prix peut être résolu non pas en augmentant l'offre, mais en réduisant la demande. Et donc, c'est pour ça que la politique qui a été prise a été une politique procyclique alors qu'on a eu la remontée des taux d'intérêt, des taux directeurs la plus brutale de l'histoire économique moderne, on a eu une politique procyclique qui a accentué ce phénomène en retirant des dispositifs de soutien à la demande, qu'il soit le prêt à taux zéro, qu'il soit le Pinel, tout simplement parce que l'idée a été de se dire que si on écrase la demande, les prix vont redescendre. Résultat de cette politique 2 ans après, aujourd'hui les prix résidentiels en France ont à peine baissé. Ils ont baissé ici ou là, hein. Le centre-ville de Paris a été plus touché que d'autres régions, mais si vous regardez l'ensemble des prix, ils ont très peu bougé. Alors on a supprimé 400 000 transactions, mais sur les 800 000 qui restent, les prix ne bougent pas. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, la demande pour le logement reste extrêmement forte, peu importe les conditions macroéconomiques qui s'imposent à elle. Et donc la solution pour régler ce sujet, c'est évidemment une solution qui passe par plus de production. Aujourd'hui, cette production, elle ne va pas se faire pour plusieurs raisons. La première, on l'a largement évoquée, c'est qu'il y a une opposition forte à l'échelle individuelle et une capacité d'organisation, de la capacité à contester des projets d'intérêt général. Ça ne se limite pas au logement. Hein. On peut faire la liste de tous les projets qui sont aujourd'hui remis en cause ou contestés. On a quelque chose qui est très large, qui est lié à une extension du régime démocratique, à la micro-démocratie, diraient certains auteurs. Et donc c'est un phénomène qui est relativement aujourd'hui installé et durable et qui va, a priori, largement continuer et prospérer. Le second point, c'est que la seule personne qui pourrait s'opposer à cela, en l'occurrence qui est l'élu local, qui a la capacité, le pouvoir d'urbanisme dans ce pays, n'a plus aujourd'hui aucun intérêt, ou très peu d'intérêt, à produire du logement supplémentaire. Son intérêt, alors on va dire, non, les élus veulent que les villes grandissent, tout à fait, et c'est le cas de plein d'élus, mais quand on regarde opération par opération, ce que veut dire produire du logement neuf, c'est en général une dégradation des finances publiques locales. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez une explosion des bureaux vacants en Île-de-France, notamment en première couronne de l'Île-de-France. Un bureau, même vacant, produit de la taxe sur les bureaux, donc qui rapporte des ressources à la collectivité locale. Si demain vous le transformez en un immeuble résidentiel, même si la population de cet immeuble va produire de la taxe foncière, ce ne sera jamais suffisant pour compenser les services publics qui vont devoir être amenés à cette population. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on a inscrit les collectivités locales, et puis en plus, avec un autre phénomène, mais qu'on n'avait pas vu à l'époque, mais qui est la suppression de la taxe d'habitation. Suppression de la taxe d'habitation et compensation de cette taxe d'habitation par une affectation des ressources de TVA, qui est considérée par les élus locaux comme insuffisamment dynamique pour prendre en compte l'accueil de nouvelles populations. Donc on va vers une baisse réelle de cette production qui d'ailleurs, et c'est intéressant parce que c'est une citation qu'on donne à Churchill apocryphe, mais je ne sais pas si elle est vraie, mais quand on disait « quand je ne calcule pas, c'est que je ne veux pas voir sur la statistique ». Et la statistique, justement, intéressante, quand on disait qu'on produit chaque année 370 000 logements ou 420 000 logements, ou peu importe. Dans Citadel, donc dans la base de données avec laquelle on aboutit à ces calculs, on ne prend pas en compte les destructions de logements. Donc on a un outil qui recompte les autorisations d'urbanisme, qui ne sont pas les mises en chantier, qui ne sont pas les logements terminés. Et des logements terminés, vous devriez déduire les logements que vous avez détruits pour produire ces nouveaux logements. Logique. Et quand on produit en Île-de-France aujourd'hui sur la première couronne, autant vous dire qu'on produit rarement sur des terrains qui sont absolument vierges et qui ont été conservés vierges pendant des années. En général, on produit soit sur des friches industrielles, mais aussi sur du bâti 1900 de assez mauvaise qualité. C'est du bâti qui en général est très dense, et donc quand on produit, il arrive parfois qu'on ait des opérations qui détruisent plus de logements qu'elles n'en produisent. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un panorama où les besoins
en logement excède très largement l'offre actuelle. Les prix en sont le meilleur thermomètre. Encore une fois, quand vous avez des prix où vous avez fait exploser le coût de l'emprunt et le coût de l'endettement et des prix qui résistent de cette façon, vous pouvez être sûr qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études macroéconomiques extrêmement poussées pour être absolument convaincu de cela. Donc on a ce décalage, et ce décalage il va se creuser d'année en année. On y ajoute à ça la contrainte environnementale, qui a été de dire que le secteur du logement et le secteur de l'immobilier en général étaient en retard sur leur contribution à la transition environnementale, ce qui est vrai, comparé à un secteur comme la mobilité par exemple. Le secteur de l'immobilier et du logement sont partis beaucoup plus tard que la mobilité dans leur transition environnementale, et on a mis en application des règles extrêmement dures pour ce rattrapage. Ces règles extrêmement dures, elles ont parfois été, et je vais le dire ici, j'ai entendu un discours plutôt supportif du ZAN, et sur le principe du ZAN qui est de dire qu'à l'horizon 2050, on ne doit plus avoir de consommation ou d'artificialisation des sols. Je suis plutôt aligné avec celle-ci, mais je pense que le diable est dans les détails et que ces mesures, que ce soit la réglementation dite DPE, que ce soit la réglementation dite décret tertiaire, que ce soit la réglementation ZAN, voire même la réglementation environnementale, pas dans son horizon 2020-21, mais dans son échelon 2020-28, sont des mesures qui aujourd'hui mériteraient des études d'impact beaucoup plus précises et beaucoup plus sévères pour se dire que le bénéfice environnemental qu'on va avoir ne sera-t-il pas totalement annihilé par le coût social qu'on va avoir de ces mesures. L'interdiction à la location aurait pu être très largement compensée par une aggravation ou une limitation des loyers avec un mécanisme assez simple qui pourrait avoir été de dire que pour on fixerait les loyers la première année à -5, la deuxième à -10 et la troisième à -15. Comme ça, le locataire resterait protégé de l'indécence énergétique de son bien. Le propriétaire supporterait cette charge. S'il était capable de remettre à jour son bien, il aurait une pression extrêmement forte financièrement pour le mettre à jour, et on n'aurait pas sorti un logement du marché, chose qui va être extrêmement compliquée, parce que si vous produisez chaque année en moins 200 000 logements, et qu'en plus vous décidez qu'au 1er janvier 2025, 400 000 logements, alors ils ne seront pas immédiatement interdits à la location, mais deviendront interdits à la location dans les prochains mois et alors à l'échéance de leur bail, vous vous mettez évidemment des bâtons dans les roues pour loger proprement la population française. Population française qui a des besoins qui augmentent, ça a été très largement dit, mais le scénario, on va dire INSEE, ou le scénario Trésor, qui est de dire que de toute façon la baisse de la natalité fera que les besoins vont diminuer très fortement, est une hérésie absolue. Aujourd'hui, les besoins sont très largement tirés par la décohabitation. Emmanuel en a parlé sur les territoires dits en déprise, ce qui est valable pour la vacance dans le secteur public est évidemment valable dans la vacance dans le secteur privé, dans le locatif privé. Aujourd'hui, quand on interroge des professionnels, ils vous disent que dans des villes qui étaient en absolue déprise, aujourd'hui on a des tensions locatives énormes. C'est des villes où il n'y a pas eu de rebond des naissances. Je veux dire, à Amiens, à Vichy, vous n'avez pas eu des rebonds des naissances entre 2015 et 2022. C'est juste que le phénomène de décohabitation qui a explosé post-Covid continue d'être le principal facteur de création des ménages. Et là aussi, la posture de l'État peut être de dire c'est pas très bien que plusieurs ménages occupent seulement à une ou deux personnes des logements. C'est le choix de la population, et je me demande bien qui aujourd'hui a la capacité de pouvoir dicter aux gens ce qu'ils doivent faire. Le dernier point de cette analyse, de ce que j'ai envie de partager avec vous dans ce propos introductif, donc c'est de dire que malheureusement les années à venir vont être beaucoup plus sombres, puisqu'on va prendre en pleine figure les effets que je décrivais préalablement sur des prix trop élevés, une concentration du patrimoine immobilier, une population de propriétaires qui est relativement faible. Aujourd'hui, 56% de propriétaires occupants de leur résidence principale en France, 61% au Royaume-Uni par exemple. Et donc on va prendre ces pleins effets dans la figure avec une production neuve qui va être vraiment en berne de manière très affirmée. La seule lueur d'espoir, si vous me permettez, c'est que dans tous les pays qui ont connu ce cycle de sous-production massive, à bout d'un moment, le cycle finit par s'inverser. Et donc, au bout d'un moment, quelque part, les habitants eux-mêmes deviennent concernés par ce sujet. Alors, on l'a dit, le problème du logement, c'est pas comme l'essence. Quand vous augmentez le prix de l'essence, vous avez tous les gens qui utilisent une voiture ou qui se chauffent avec des énergies carbonées qui sont concernés.
Le logement, si vous augmentez le prix du logement, les gens qui sont propriétaires de leur résidence principale et qui ont fini de la payer, ils sont plutôt contents que le prix augmente. Ceux qui sont en train de la payer, qui sont endettés à prix fixe, ils sont plutôt contents que les prix augmentent. Donc c'est un sujet un peu plus compliqué. C'est dur de créer un consensus. C'est difficile de créer un consensus là-dessus et c'est difficile de voir un effet de colère populaire comme on a pu le voir sur certaines augmentations de prix sur d'autres biens tels que l'énergie. Néanmoins, dans tous les pays où on a sous-produit, que ce soit actuellement le Canada, que ce soit la Californie, que ce soit une bonne partie des autres États américains des côtes, on voit qu'au bout d'un moment, vous arrivez à un point de saturation où le sujet du logement redevient un sujet bankable, si vous me permettez cette expression, ou en tout cas intéressant à manipuler du point de vue politique, et que des élus se disent que prendre une position en faveur de cette production de logement peut être un positionnement intéressant. Malheureusement, je ne crois pas que ce sera le cas dans les toutes prochaines années. On va avoir un test extrêmement intéressant. On va avoir un test en 2026 où, grosso modo, on devrait avoir eu une baisse des taux d'intérêt directeurs qui sera passée aux taux d'intérêt commerciaux et donc qui va être vraiment intéressant puisque c'est une année d'élection municipale. Donc on va voir si les élus locaux prennent la stratégie qu'ils ont suivie en 2020 et aussi en 2014, qui a été 18 mois avant les élections, de freiner énormément la délivrance des autorisations d'urbanisme. Si c'est le cas, ça veut dire qu'en plein moment, donc mi-2025, au moment où on va commencer à bénéficier de la reprise de la baisse de ces taux d'intérêt directeurs et de ces taux d'intérêt commerciaux, et donc on pourrait avoir un peu de machine, de carburant dans la vapeur pour alimenter la machine de la production, on pourrait bien voir si elle va être stoppée immédiatement à ce moment-là. Merci à tous.